Merci beaucoup à chacun d'être présent ce soir pour cette nouvelle conférence organisée par la librairie Jean Calvin. Je remercie les communautés réformées et réformées évangéliques d'Alès de nous accueillir dans le temple. Et je vous présente donc ce soir notre orateur qui est Jack Thomas. Donc Jack a été professeur à l'université de Toulouse et c'est un spécialiste de l'histoire du protestantisme et en particulier du protestantisme languedocien, du protestantisme du XVIIIe siècle dans la région, et il vient de faire paraître un livre qui s'appelle « Les protestants du Languedoc et la justice royale de Louis XIV à la Révolution ». C'est un livre qui renouvelle notre compréhension du XVIIIe siècle et en particulier des persécutions protestantes et de l'attitude des protestants face à la justice royale. À la fois, ils en ont été victimes, mais ce qu'on apprend dans le livre, c'est aussi qu'ils se sont défendus. Et c'est ce soir un des aspects de la conférence que l'on verra autour de l'affaire Calas, donc qui est une date dans l'histoire et dans la mémoire du protestantisme qui est fondamentale, l'accusation injuste d'un protestant condamné à mort. Alors je vous remercie, Jack, pour votre venue. Et je vous laisse tout de suite la parole. Si jamais il y a le moindre problème pour entendre, n'hésitez pas qu'on le dise au début, comme ça on pourra s'adapter. Merci et bonne conférence. Je mets le chronomètre pour ne pas déborder dans mon enthousiasme ce soir. Bon, d'abord, je voudrais vous remercier ici d'être venus, vous déplacer dans une soirée bien chaude où on pourrait peut-être faire autre chose, mais là, c'est bien d'avoir un public, jeune et moins jeune, ici. Je voudrais remercier Stéphane qui a eu la gentillesse de m'inviter pour parler de ce sujet, globalement autour des protestants. Alors, je nuancerai un petit peu, je suis un spécialiste récent de l'histoire du protestantisme parce que dans ma longue carrière universitaire, j'ai fait bien d'autres matières, d'autres sujets, mais beaucoup en lien avec la justice. Et donc la justice a glissé vers la question des protestants et a abouti au livre dont il a parlé tout à l'heure. Je voudrais aussi remercier les responsables du temple d'Alès parce que ce n'est pas très souvent qu'on a l'occasion de parler dans un lieu si majestueux et aussi si plein d'histoire. Et enfin, je voudrais remercier la mission Timothée qui nous a accueillis ce soir et donc qui nous fait vraiment l'honneur de participer à son repas et à son hébergement. Alors, ce soir, je voudrais remémorer avec vous la célèbre affaire Calas, qui est sans doute connue peut-être plus ou moins également parmi les personnes présentes. Il faut se replonger dans le passé, pas très loin quand même, parce qu'on est en 1761-1762. Donc c'est un passé, on n'est pas au Moyen-Âge, mais donc à la fin de l'Ancien Régime. C'est un drame familial, au départ. Un drame intime au sein de la famille Calas, qui va devenir quelque chose totalement autre, notamment par le travail des avocats et ensuite par le travail de Voltaire, dont on va regarder ça tout à l'heure. L'affaire Calas est toulousano-toulousaine pendant plusieurs mois, et ensuite l'affaire va échapper à Toulouse, va aller passer par la Suisse, passer par Paris, et toucher une bonne partie de l'Europe, et notamment l'Europe protestante. L'Angleterre, la Prusse, les Pays-Bas, la Suisse, etc., pour devenir une sorte de symbole de la répression ou de l'intolérance envers les protestants qui sévissait à la fin du XVIIIe siècle contre les protestants. L'affaire Calas est bien sûr, comme j'ai dit, un drame intime, un drame familial qui a d'abord bouleversé totalement la vie des personnes qui ont été accusées. Alors, je vais en parler plus longuement. Et donc, leurs vies ont été totalement déviées du cours qu'elles devaient suivre.
Et on peut dire qu'il y a un avant, un après pour eux de cette affaire. Donc quelques minutes ont suffi pour changer tout un destin. En même temps, comme j'ai dit, cette affaire a contribué à changer l'histoire de France. Et même au-delà, on peut dire, en cette fin de l'Ancien Régime. L'acteur principal de ce changement est quelqu'un qui n'est pas très religieux du tout, c'est Voltaire. Voltaire qui en fait de l'affaire Calas une affaire d'intolérance religieuse, une affaire qui a essayé d'ouvrir la voie à son antonyme, à son opposé, c'est-à-dire la tolérance religieuse, comme un bienfait de l'humanité, comme quelque chose qui pourrait permettre à l'humanité de vivre plus facilement ensemble. Comme nous le savons, la tolérance n'est pas une donnée éternellement acquise dans notre société, ou dans les sociétés passées, bien sûr. Dans notre monde, il y a encore des forces que Voltaire aurait qualifiées de fanatiques, qui restent très fortes parmi nous, et nous donnons l'occasion de combattre encore plus pour que la tolérance soit quelque chose partagé et une valeur plus durable. Alors tout commence, comme j'ai dit, le soir du 13 octobre 1761 dans une rue passante du centre de Toulouse, le vieux centre de Toulouse. On peut passer toujours devant la maison Calas. Alors, je vais juste bouger ça. Alors, la luminosité et la qualité des images posent un petit peu problème, mais là, vous avez ici, il y a 3 diapos qui montrent 3 scènes, 3 représentations de la scène, on peut dire primitive, la première scène. C'est-à-dire que la famille Calas trouve, après le souper, le fils aîné Marc-Antoine mort dans la boutique qui est au rez-de-chaussée de leur maison. Il le trouve mort. Les 3 représentations, on le voit un peu ici, on voit Marc-Antoine Calas allongé par terre, les autres qui sont autour. C'est la première représentation, en fait, de ce que les Calas ont dit. Ils ont descendu et ils ont trouvé Marc-Antoine étendu par terre, mort. Une deuxième version, un jour plus tard, devant la justice, a abouti à un changement. Et on dit désormais qu'ils ont trouvé, en descendant l'escalier, Marc-Antoine mort pendu entre 2 portes entre le magasin et l'arrière-boutique, donc mort pendu. Et ce sont la famille, et notamment le père, qui l'a dépendu et l'a allongé par terre et essayé de lui redonner vie, mais c'était trop tard. Donc c'est dans ce décalage de version entre nous l'avons trouvé par terre et nous l'avons trouvé pendu que la justice s'est un peu glissée pour chercher notamment un motif d'accusation criminelle qui était que les Calas avaient tué Marc-Antoine consciemment. Alors la question c'est pourquoi ils auraient tué ce fils aîné? Parce que, disait l'accusation pendant tout le procès, Marc-Antoine aurait été tenté par la conversion au catholicisme, par l'abjuration de sa foi protestante, et que les parents auraient, seuls ou avec d'autres, tué pour empêcher cette abjuration. Alors là, c'est vraiment le nœud de l'affaire parce que c'est le seul motif que la justice a trouvé pour expliquer la mort de Marc-Antoine si ce n'est pas un suicide. Donc la question c'est de la justice est suicide ou assassinat. Le problème c'est que pendant tout le procès, il n'y a pas eu beaucoup de recherches de motifs de suicide et beaucoup de recherches de motifs d'assassinat. Et donc c'est à partir de là que la justice toulousaine s'est mise dans une direction qui n'était certainement pas la bonne. Alors, il faut maintenant aussi se mettre dans le contexte juridique de l'époque.
Nous avons une justice criminelle qui n'est pas celle que nous connaissons aujourd'hui, qui protège beaucoup les droits des accusés, et notamment par le biais des avocats. Et donc, à cette époque, les accusés n'ont aucun droit au conseil. Et donc, pendant tout leur séjour en prison, pendant plusieurs mois, les Calas n'ont jamais vu un avocat pour leur dire pour discuter, pour voir comment faire, etc. Et donc, il y a une sorte de secret très fort de l'instruction qui joue en faveur, bien sûr, de l'accusation et beaucoup moins en faveur de l'accusé. Donc, la défense des Calas est compliquée, mais ce qui est intéressant, c'est que malgré l'absence de défense officielle, c'est-à-dire un avocat qui vient prendre rendez-vous avec l'accusé et parler, etc., là, il y a eu une sorte de défense qui a émergé à différents niveaux, et c'est ce qu'on va regarder. D'abord à Toulouse même, et dès quasiment le premier jour du procès, de la procédure, et qui va se poursuivre jusqu'à Paris en 1765, c'est-à-dire 3 ans après, où une nouvelle justice royale, justice du roi, va réhabiliter Calas, c'est-à-dire va déclarer innocent et réhabiliter sa mémoire et lui redonner, je dirais, une sorte de honnêteté qu'il avait perdue. Alors, donc, c'est ce programme que je vous propose là. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez voir, mais bon, on va avancer. Alors, il y a un contexte aussi très particulier dans ce moment clé où les Calas sont arrêtés. Parce que nous avons en fait une sorte de télescopage dans le temps et de l'espace de 3 affaires qui concernent des protestants dans une ville, Toulouse, et dans une région. Toulouse est une ville, on pourrait appeler ça une sorte de bastion catholique depuis le XVIe siècle. Les guerres de religion ont fait que les puissances toulousaines ont réussi à éliminer globalement les Huguenots, et donc la zone de Toulouse est une région autour de Toulouse très catholique, défendue notamment par une institution qui s'appelle le Parlement de Toulouse, qui est une cour d'appel royale et qui globalement a toujours depuis le XVIe siècle une position très fermement hostile à la réforme et aux réformés. Donc, dans un contexte très court de quelques mois, nous avons 3 affaires. Et si vous allez au musée du désert, vous verrez parmi les affaires le pasteur Rochette, qui est le dernier ministre protestant exécuté selon les lois du royaume. C'est la loi de 1724 qui condamne les pasteurs protestants à la mort s'ils sont capturés, surtout s'ils officiaient à des assemblées, des choses comme ça. Donc le pasteur Rochette est arrêté en septembre, un mois avant, et amené à Toulouse quelques jours après la mort de Marc-Antoine. Donc il y a quelque chose qui pose problème. Il y a des protestants qui bougent et les autorités n'aimaient pas ça. Il y a Calas et l'affaire qui commence donc le 13-14 octobre. Et au tout début de l'année suivante, à Mazamet, qui dépend bien sûr du Parlement de Toulouse, a une nouvelle affaire avec une jeune femme, Elisabeth Sirven, que l'on trouve morte dans un puits, noyée ou pas, on ne sait pas, mais le soupçon pèse sur sa famille, sur le même motif que la famille aurait voulu l'empêcher de se convertir au catholicisme, et donc l'ont jetée dans le puits, vivante ou morte. Et donc, le motif est le même, et on va avoir un procès à Mazamet qui condamne les Sirven. La grande différence, c'est que les Sirven ont eu le temps de partir en Suisse avant d'être arrêtés, alors que les Calas sont arrêtés le soir même du drame dans leur maison, donc ils n'ont eu aucune chance de quitter la France. Alors, maintenant, contexte. Alors là, vous ne le voyez pas, donc on passe la carte des endroits.
Jean Calas. Donc, voilà notre malheureux victime et héros, parce que Jean Calas est un honnête marchand de tissus à Toulouse, qui est bien connu dans la communauté protestante toulousaine est toute petite. Il y a quelques dizaines de familles. Et ils vivent, je dirais, quasi clandestinement le protestantisme. Alors, avec le temps, donc dans les années 1750 et début des années 60, on commence à aller vers des assemblées qui se trouvent dans des régions plus protestantes. Mais là, tous les enfants Calas sont baptisés à l'Église catholique. Et donc, comme c'était le cas de la grande majorité des protestants. Alors, c'est vraiment... Je n'ai pas prévu les bonnes couleurs pour vous. Donc, autour de la table, il faut juste imaginer, le soir du 13 octobre, il y a le père Jean Calas, sa femme, Anne-Rose, leur fils aîné, Marc-Antoine, un fils un peu plus jeune, Pierre, un ami qui est arrivé à l'improviste qui s'appelle Gobert Lavaisse, qui a 20 ans. Gobert Lavaisse est venu parce qu'il est invité, il a rencontré Pierre Calas dans la rue et on l'invite parce que Gobert est à Bordeaux en train d'apprendre à devenir pilote de navire. Et donc, il revient à Toulouse voir sa famille, mais sa famille est à la campagne. Ce qu'il faut savoir sur Gobert Lavaisse, c'est que son père, David, est un des plus grands avocats de la ville et un protestant qui ne dit pas son protestantisme tous les jours, mais qui est quand même un protestant, comme beaucoup à cette époque, un peu caché. Il a pu devenir avocat, c'était assez miraculeux parce que les protestants n'avaient pas le droit de l'être. Donc il est passé sous les radars de l'Église catholique et il a pu devenir avocat. Donc, la dernière personne, c'est la servante Jeanne Viguière. Donc, vous avez ces personnes qui sont autour de la table. Marc-Antoine meurt, comme on le voit. Les autres personnes, le père, la mère, le fils, l'ami et la servante, sont amenés en prison, le soir même. Et donc, c'est là où ils vont rester pendant plusieurs mois. Et pendant le procès se fait. Alors, qui va les défendre ? Tout de suite, le soir même, quasiment, Jean Calas dit il faut faire venir des amis, sûr. Et donc il fait venir deux hommes, Jean-Pierre Cazin, qui est un marchand de tissus, un peu comme lui, un peu plus jeune, qui est protestant, et un nommé Clausade, qui lui est un ancien procureur, c'est-à-dire un avoué, qui a perdu son office parce qu'il était protestant notoire, et donc il ne pouvait plus exercer d'office, donc il est un peu, je dirais, il est un connaisseur de droit, mais il n'a pas le droit d'exercer. Donc il les fait venir à la maison. Pourquoi ? Parce qu'il veut des conseils. Qu'est-ce que je dois faire ? Il faut juste savoir que les protestants avaient la possibilité, à cette époque, d'être enterrés, on va dire civilement, hors des cérémonies de l'Église catholique, mais il fallait qu'un juge l'accepte. Et donc, il faut déclarer le décès aux autorités locales qui vont signer le papier qui permettent l'inhumation sans passer par l'Église catholique. Donc, c'est ce qui est décidé. Ils vont demander cette autorisation et on avertit les autorités. À Toulouse, vous savez, les autorités de cette époque municipale sont des capitouls. Et des capitouls viennent à la maison. C'est ce que vous avez vu dans une des images, si vous avez un peu pu le voir. Il y a devant la porte, il y a un homme avec un chapeau qui pointe son doigt sur la famille, et c'est le capitoul David de Baudrigue, qui est un peu le vilain de cette histoire. C'est l'homme qui va poursuivre de sa hargne les Calas et amener Jean Calas à l'échafaud. Donc, le premier soir, ils ont des amis, des juristes,
qui viennent, ou des juristes, ou des gens qui connaissent bien la situation, et donc ils décident, il faut avertir les autorités. Ils sont arrêtés. Donc, je dirais, la méthode n'a pas été immédiatement efficace. Bon, on va passer. Ensuite, le lendemain, il y a un juriste, un avocat, ce qui a pignon sur rue, qui décide d'écrire des lettres aux 3 hommes, donc Jean Calas père, son fils Pierre et Gobert Laveiss. Il fait 3 lettres non signées dans lesquelles il leur donne des conseils sur ce qu'il faut dire aux juges. Et il dit globalement, il faut dire la vérité, et il dit la vérité. C'est-à-dire, il donne la version qui est la vérité, enfin, ce qu'il veut faire passer, qui est, on a trouvé Marc-Antoine pendu, on l'a dépendu, voilà. Donc, il leur dit de dire ça. Et il donne la lettre au fils cadet des Calas, qui s'appelle Louis, qui, lui, est le seul Calas qui s'est réellement converti au catholicisme quand il avait 18 ans. Et donc, c'est un peu le mouton noir de la famille, mais il se sent quand même un peu gêné. Donc, il amène les lettres à l'hôtel de ville où il y a la prison, il les donne au geôlier et il s'en va. Le geôlier donne une lettre à Jean Calas, qui le lit, mais ensuite il a une sorte de... Il pense que peut-être il ne devrait pas, et il garde les 2 autres lettres pendant 1 mois ou 2 avant de les donner aux autorités. Et donc ces lettres, on les trouve dans les archives, comme là, la lettre manuscrite de Carrière, qui explique ce qu'il faut faire. Alors, ces lettres peuvent être toujours lues de façon différente. Dites la vérité, donc il faut ne pas mentir, ou que cette vérité, voilà, je vous l'ai dit. Donc les autorités ont lu plutôt ces lettres dans une façon qui serait culpabilisante pour les Calas. Donc, vous voyez, là, on a un avocat qui s'implique. On ne sait pas pourquoi. Alors là, c'est un grand mystère. On ne sait pas pourquoi il a fait ça, à la demande de qui, si quelqu'un l'a demandé. Et la justice toulousaine ne l'a jamais entendu. Ce qui est quand même assez surprenant, c'est-à-dire que c'est un témoin de première heure, il est allé dans nos prisons leur parler, c'est le seul avocat qui les a vus le premier jour, et on ne lui pose aucune question. Alors là, c'est un mystère que les historiens n'ont pas percé. Alors, parmi l'équipe de juges, il y a des capitouls, qui sont les juges officiels, et ils ont des avocats qu'on appelle des assesseurs. Ces assesseurs viennent les aider, participer à l'enquête et participer éventuellement au jugement. Parmi ces avocats, il y a un nommé Monnier. Alors, je pense que vous arrivez à peu près à le voir. Donc, M. Monnier, il joue un peu double jeu. Parce que pendant 1 mois, au mois d'octobre, chaque fois qu'il y a des auditions de témoins, le soir, Louis Calas passe le voir chez lui à sa maison et Monnier raconte ce que chaque témoin a dit. De telle sorte qu'il y a la possibilité d'imaginer une stratégie de défense. Quelles sont les accusations? Parce que évidemment, ils pensent qu'ils sont accusés, mais ils ne savent pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Donc Monnier leur donne, c'est un peu un sous-marin qui leur donne des informations. Le problème, c'est qu'il est dévoilé à la fin du mois d'octobre, donc après 2 semaines, et il doit céder sa place. Et donc ce tuyau disparaît et les accusés n'ont plus d'accès, je dirais, aux informations qui viennent du procès. Alors, malheureusement, je ne pense pas que vous le voyez très bien, c'est une pièce, c'est une audition de témoins.
Et donc, en bas de l'audition des témoins, vous avez la signature toujours du témoin, si c'est signé, la signature des juges et du greffier. Et jusqu'à la fin du mois d'octobre, on a la signature de Monnier sur chacune de ces pièces qui montre qu'il vraiment il est présent pendant l'audition des témoins et donc il sait très bien qu'est-ce qui est en train de se passer. Mais il disparaît. Alors après, il y a une autre équipe qui va se mettre en place parce que Carrière disparaît, Monnier disparaît. Donc les premières lignes de défense ne sont plus là. Et donc on va trouver plusieurs personnes qui ont des relations différentes avec les Calas et avec Gobert-Lavaisse. Premièrement, Louis Calas, le fils catholique, qui est un personnage très trouble parce que c'est un de ces garçons qui a toujours besoin de se plaindre, qu'il n'a pas, que son père est méchant avec lui, que etc. Il a toujours des problèmes. Et donc, pendant plusieurs années, il a répandu des rumeurs sur le fait que son père le battait, son père donc avait maltraité. Donc, si on a un fils maltraité, on pourrait imaginer un fils tué. Donc, les rumeurs que lance Louis Calas sont néfastes pour son père. Et là, il décide qu'il faut quand même qu'il essaie de combattre ces rumeurs en allumant des contre-feux. Donc, il va le faire, peut-être pas très efficacement, mais en tout cas, il le fait. Ensuite, il y a David Lavaisse, l'avocat, le père de Gobert, et le frère aîné de Gobert, qui s'appelle Étienne. Eux, ce sont des avocats prestigieux. Et eux, ils vont aussi écrire des choses en faveur notamment de Gobert, mais ils sont obligés aussi de défendre plus ou moins des Calas. Donc, ils ont là aussi des gens qui sont très intéressés par ce qui se passe. Donc, les Calas ne sont pas seuls. Ensuite, Théodore Sudre, c'est le principal, c'est lui l'avocat, et c'est le principal avocat qui défend les Calas à Toulouse. Et comme je vais vous expliquer un petit peu comment il les défend, mais c'est donc il est catholique. Il n'y a aucun soupçon de protestantisme chez Sudre. C'est un bon catholique, mais c'est un honnête homme. Et donc, il défend avec tous les arguments d'un bon avocat l'innocence des Calas, de la servante et de Gobert-Lavaisse. Enfin, il y a le régional de l'étape, qui est Laurent Angliviel de la Baumelle, qui vient donc d'ici, quelque chose de pas très loin, et qui était à Toulouse un peu par hasard, parce qu'en fait, la Baumelle est un philosophe qui a le chic de se faire des ennemis, haut placés. Il a, on va dire, deux grands groupes d'ennemis. Il y a les gens de la cour à Paris, donc c'est quand même important. Et il a Voltaire qui est aussi un ennemi parce que la Baumelle le contestait. Et donc Voltaire n'aimait pas trop qu'on le conteste, donc la Baumelle c'est quelqu'un qui détestait. Bon, donc la Baumelle est exilé à Toulouse parce qu'il a fait des bêtises à Paris, donc on lui dit « Allez à Languedoc, on ne veut plus entendre parler de vous ». Il arrive à Toulouse, où il a encore des démêlés divers et variés, mais il est intime de la famille Lavaisse. Tellement intime qu'il se marie avec une des filles Lavaisse en 1764, donc après, juste à la fin de l'affaire. Et donc, la Baumelle, il est là dans l'équipe Lavaisse pour défendre les Calas et Gobert-Lavaisse. Ajoutons à cela qu'il a une haine particulière pour le capitoul David de Baudrigue, haïs mutuellement. Il est à Toulouse depuis peu de temps, il a déjà un ennemi féroce. Et donc, la Baumelle doit agir sous le radar. Donc, rien n'est jamais signé de sa même.
Ces textes arrivent comme ça, déjà imprimés ou signés par d'autres, et donc il doit éviter de se faire remarquer ce qu'il arrive globalement à faire. Donc, pendant la phase seulement toulousaine, on a une avalanche d'écrits favorables au Calas, comme on n'en trouve pas dans la plupart des affaires criminelles de la même époque. En général, il y a très peu d'écrits, et là, on a donc de nombreux. 2 signés Louis Calas, dans lesquels, globalement, il dit des gens m'ont mal compris, j'ai pas dit ça, etc., pour essayer de rattraper toutes les rumeurs qu'il avait lancées contre ses parents. Et là, il les réfute, plus ou moins efficacement, mais il le fait. Donc, 2 assez courts mémoires. Le seul problème pour nous, les historiens, c'est que nous ne savons pas qui réellement a écrit ces textes. Parce qu'on a du mal à imaginer Louis Calas, à l'âge qu'il a, avec l'éducation qu'il a, à les avoir écrits lui-même. Ce n'est pas impossible, bien sûr, mais on ne sait pas. Ensuite, il y a David Laveiss et son fils Étienne. Ici, de ce côté, à votre gauche, il y a un écrit manuscrit qu'il écrit au début, je dirais, entre la phase des capitules et la phase du Parlement, dans lequel il écrit directement au roi, au ministre. Il essaie d'utiliser ses relations, parce qu'il a quelques relations haut placées, il essaie donc de faire extraire Gaubert de ce magma juridique. Ça ne marche pas, donc il passe à des méthodes plus traditionnelles. Ces mémoires sont ce que nous appelons des mémoires judiciaires ou des factums, et qui sont utilisés dans des procès aussi bien civils que criminels pour défendre une des parties. Et donc là, il défend Gaubert en premier et les Calas en second. Alors sa stratégie est un peu compliquée parce qu'il veut surtout défendre son fils. Et même il va en prison un jour, il a réussi, parce qu'il a des relations haut placées à Toulouse, il arrive à se faire introduire, voir son fils, qui déjà est là depuis quelques mois. Et il dit à son fils, si jamais les Calas sont coupables, il ne faut pas que toi, tu les défends, il faut que tu dises la vérité. Et dans sa prison, donc vous imaginez les conditions dans lesquelles il était, Gaubert, qui a 20 ans, dit non, nous étions ensemble toute la soirée, nous avons mangé ensemble, nous sommes restés ensemble, et quand nous sommes descendus, Marc-Antoine était pendu. Donc ce n'est pas les Calas qui l'ont fait. Et donc il maintient sa solidarité avec les autres accusés, ce qui est quand même très fort pour un garçon de 20 ans de faire ça. Et donc, David est obligé d'écrire des mémoires dans lesquelles il montre combien c'est peu probable que ce garçon de 20 ans qui vit à Bordeaux arrive à Toulouse pour tuer Marc-Antoine Calas. Bon, c'est pas très cohérent. Et en même temps, il défend les Calas, parce que leur sort est lié. Et donc, il écrit des mémoires en ce sens. Les mémoires les plus longues sont de Théodore Sudre, donc l'avocat qui travaille vraiment explicitement pour la famille Calas, qui va lui payer d'ailleurs difficilement sur quelques années. Sudre a quoi comme argument? D'abord, l'idée que les procédures judiciaires que les juges devaient respecter ne l'ont pas été. Et donc il cite toute une série de cas, d'exemples de ce non-respect de la procédure. Parce que la procédure est censée protéger les accusés qui n'ont pas droit à des avocats officiels. Donc la procédure est un peu ce qui empêche les juges de les condamner trop facilement. Donc la procédure doit protéger les accusés. Et il dit, voilà, il y a toute une série d'exemples. Alors je donne un seul exemple, c'est que par exemple, il y a plusieurs témoignages qui racontent
que des voisins dans les maisons autour des Calas ont entendu des cris et avec des citations très précises où ils auraient entendu Marc-Antoine en train de dire « ils me tuent, ils m'ont tué », etc. Et donc des choses qui suggèrent un assassinat. Et non pas les cris de la famille quand ils ont découvert Marc-Antoine. Alors, ce que dit Sudre, c'est très juste. Il a dit, est-ce que nous pouvons imaginer que les gens qui sont dans leur maison avec les fenêtres et les volets fermés peuvent entendre des choses aussi précises? Et il dit au juge, faisons une expérience. Voyons si quelqu'un qui est dans la maison Calas peut réellement crier quelque chose et si des gens autour peuvent entendre ce qui a été dit. Évidemment, ça n'a pas été fait. Et donc, ces témoignages sont restés difficiles, évidemment, pour les Calas. Donc, ce genre de choses sur la procédure qui n'a pas été respectée et les choses qu'on n'a pas permis aux accusés. Deuxième élément, c'est que la question du suicide n'est pas explorée. La question de la volonté de se convertir de Marc-Antoine n'est pas explorée. On n'a même pas regardé qu'est-ce qu'il avait comme livre dans sa chambre. Est-ce qu'il avait un catéchisme, quelque chose? On n'a pas pu produire à Toulouse un seul curé qui reconnaissait Marc-Antoine, qui serait venu le voir pour dire « je voudrais faire quelque chose ». Donc on a une sorte de pseudo-converti qui ne voit aucun prêtre et qui ne discute de ça avec personne. Sauf de temps en temps, il y a quelques témoignages d'une femme dans la rue qui ne connaissait pas Marc-Antoine, qui lui dit que Marc-Antoine lui a raconté sa vie. Alors, bon, c'est possible, on le fait dans les trains et ailleurs, mais bon, ce n'est pas nécessairement vrai. Bon, et donc, on n'a pas la confirmation. Marc-Antoine est censé être allé à des assemblées récemment dans la montagne noire du Tarn. On ne cherche pas la vérité de cette affirmation. Marc-Antoine est censé avoir participé à un baptême protestant d'un enfant, ce qui était totalement illégal à l'époque. Donc, est-ce qu'un catholique, un protestant sur le point de se convertir va faire toutes ces choses qui montrent une certaine foi et une constance protestante? Bon, on ne sait pas. Donc, il y a ces questions autour de la personnalité de Marc-Antoine et de la réalité de son suicide restent très, très, très peu explorées par la justice. C'est toujours des questions de suicide, sont des questions extrêmement compliquées, hier comme aujourd'hui, et donc, mais bon, là, c'était pas très, très, très sérieux. Dernier, voici l'image de la Baumelle et un mémoire qui a été imprimé à Toulouse et diffusé, observation, etc., qui est un peu c'est à la fois un mémoire judiciaire au sens strict, où il argumente en termes de droit, mais aussi c'est une attaque contre David de Baudrigue. Boum, 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 tous les défauts de la terre lui tombent dessus. Et des choses qui... C'était un livre écrit une brochure écrite par quelqu'un qui a beaucoup d'esprit et, je dirais, une sorte de plume acérée qui vraiment va dans le sens de l'innocence à la fois de Goubert et de la famille Calas. Le problème, c'est que, comme j'ai dit, la Baumelle ne peut pas le signer. Donc, c'est signé par Joseph-Marie Duroux. Vous avez peut-être vu sur un diapo, c'est le procureur qui travaille avec Sudre. Le procureur, c'est celui qui dépose des documents à la justice, qui prépare les parties écrites des procès à l'époque. Et donc, on fait signer le mémoire par Duroux. Sauf que les historiens, petit à petit, d'abord, ils ont accrédité ce mémoire à un parlementaire toulousain nommé Lassalle, qui s'était récusé
parce qu'ils ne croyaient pas à la culpabilité des Calas. Mais tout récemment, les historiens Claude Loriol et Hubert Bost, qui travaillent sur la correspondance de la Baumelle, ont trouvé quand même trace et des raisons de croire que en fait, c'est la Baumelle qui l'a rédigé. Et moi aussi, je suis arrivé à la même conclusion. Donc là, il y a un petit faisceau qui montre que la Baumelle était vraiment l'auteur, ce qui montre sa proximité avec l'affaire qui va se poursuivre. Donc on a réglé, là, on ne sait pas qui a écrit Paul Louis Calas, mais on sait maintenant qui a signé ce mémoire. Enfin, un autre régional de l'étape, qui est, vous le voyez peut-être, c'est Paul Rabot, le grand pasteur de Nîmes. Paul Rabot est en correspondance étroite avec la Baumelle. Ils échangent, ils écrivent, ils ont écrit un texte qui s'appelle « La calomnie confondue », dans lequel ils attaquent l'idée même qui est proposée par l'accusation que les protestants de cette époque pouvaient tuer leurs enfants pour les empêcher d'abjurer. Et que c'est Calvin qui justifie ça dans ses instituts. Et donc, le pasteur Rabot, qui est quand même un bon connaisseur de Calvin et des doctrines protestantes, et la Baumelle aussi, font un texte assez court, très percutant, dans lequel ils disent « c'est n'importe quoi ». Les protestants n'ont pas fait ça. Peut-être il y a eu des protestants qui ont tué des enfants pour X raisons possibles, mais ce n'est pas parce qu'ils ont été autorisés par le calvinisme de le faire. Et donc, ils font ce texte. Et alors, je l'ai vu, une des copies aujourd'hui au Musée du Désert. Donc, on le voit, c'est pas signé, parce qu'évidemment, ils ne veulent pas s'attirer l'attention. C'est justement la localité, c'est au désert. Ils envoient ce texte au procureur général du roi du Parlement de Toulouse, qui s'appelle Riquet de Bonrepos. C'est un des descendants du fameux Riquet du canal de Midi. Procureur général du Parlement, qui déteste une chose plus que toute autre, la sédition. Et ils pensent que les protestants sont des séditieux par nature. Ils pensent aussi un peu la même chose des jésuites, parce qu'en 1762, il va aussi s'attaquer aux jésuites. Et donc, parce qu'ils sont des puissances hors du roi. Lui, c'est un royaliste, tout pouvoir, c'est royal. Donc, il ne veut pas des gens qui ont des questions de conscience. Donc, ils envoient ça au procureur général. Le procureur général reçoit ça au désert, alors qu'il est en train, je vous rappelle, il vient de condamner à mort le pasteur Rochette, au désert. Pasteur au désert, et donc il vient de le pendre sur la place du Salin à Toulouse. Et donc, il organise un procès de ce pamphlet devant le Parlement. Le pamphlet est condamné à mort, si on peut dire. Le pamphlet est brûlé dans la cour du Parlement du Palais de Toulouse, quelques jours seulement avant l'exécution de Jean Calas. Donc il y a un lien entre les deux. Et, dernière chose, Riquet de Bonrepos demande à un prêtre d'écrire une sorte de réfutation qu'il ensuite distribue aux parlementaires pour montrer que, évidemment, ce que dit Rabot là-dedans n'est pas juste. Donc, il essaie de faire un contre-feu aussi. Donc, vous voyez là, dans l'espace de quelques mois, entre novembre, décembre, janvier, février 1761-1762, il y a eu une activité de défense des Calas et de Gaubert-Laveiss très active, qui aboutissent, je dirais, à moitié. Pourquoi? Parce que, à la fin de tout ça, il y a le jugement. Le 9 mars 1762,
le Parlement de Toulouse, dans sa chambre criminelle, condamne Jean Calas à la mort, avec d'abord la torture pour voir s'il ne va pas quand même avouer, et ensuite l'exécution sur la roue. Donc, le 10 mars, Jean Calas est torturé à la méthode de l'époque, qui n'est pas exactement, c'est plutôt Guantanamo qu'autre chose. On lui fait boire beaucoup d'eau, on le gave avec de l'eau par un entonnoir, etc. Il n'avoue jamais. Il a dit « Je suis innocent, les autres sont innocents, nous ne sommes pour rien dans sa mort ». Ensuite, on l'amène sur la roue Place Saint-Georges à Toulouse. Aujourd'hui, une place très agréable avec plein d'arbres et plein de cafés autour. Et moi, quand je passe à la place Saint-Georges, je vois toujours Jean Calas au milieu des gens en train de manger des pizzas. Donc, Jean Calas est mis sur la roue. On lui casse les membres avec une barre de fer. On le laisse mourir pendant 2 heures. Et ensuite, on l'étrangle. Et ensuite, on le brûle. Et pendant ces 2 heures, alors qu'il est conscient, il persiste à dire « Moi, je suis innocent, les autres sont innocents, donc vous faites erreur. » Donc, échec de nos avocats, parce que Calas est condamné et exécuté. Mais ils avaient retardé le jugement des autres prévenus. Et le 18 mars, la même cour se réunit, et cette fois-ci, fait un jugement très différent. Parce que Pierre Calas, le fils, est banni du royaume, ce qui ne se fera pas réellement. Gaubert Laveiss, Anne-Rose Cabibel, l'épouse Calas, et la servante sont mis hors la cour. Ça veut dire qu'ils ne sont pas totalement acquittés, mais ils sont, je dirais, on ne peut pas prouver leur culpabilité, donc on les laisse. Bon. Donc quand même, un groupe de personnes qui ne s'est pas quitté de toute la soirée du 13 octobre, on a un qui est exécuté, condamné, et les autres qui sont relâchés. Donc, c'était pas très cohérent. Donc, on a là un épisode qui va ensuite rebondir. Et là, il faut que je mette l'accélérateur. Mais bon, maintenant, vous connaissez l'histoire, donc je n'ai pas besoin de répéter les détails. Maintenant, nous avons un personnage clé qui est Voltaire. Voltaire apprend très vite, après l'exécution de Calas, qu'il y a des gens en Languedoc qui pensent qu'il y a eu erreur. Il se trouve à la frontière suisse, pas très loin de Genève. Et là, il va se mettre, il est convaincu, il est lent à être convaincu, mais ensuite il est convaincu. Le plus jeune fils Calas s'est réfugié, il s'appelle Donat, et s'est réfugié à Genève parce qu'il avait peur d'être lui aussi pris à partie. Donc, il rencontre Donat. Donc, les deux, le tout jeune homme et le vieux sage de Ferney, se rencontrent et discutent. Et Voltaire l'interroge plusieurs jours. Et ensuite est convaincu que la famille de Jean Calas, ce ne sont pas des fanatiques. Parce que ce fils-là ne l'est pas. Donc, si lui n'est pas, on a du mal à comprendre que les autres le soient aussi. Et ensuite, Pierre s'échappe. Il était chez les Dominicains, dans un monastère à Toulouse, et il s'échappe, et il s'en va en Suisse aussi. Et lui aussi rencontre Voltaire, et là aussi, le courant passe. Il est convaincu, Voltaire, que ces garçons ne sont pas des tueurs et élevés par des assassins. L'autre personnage est un avocat parisien, parce que ces avocats parisiens vont être utilisés par Voltaire pour mener campagne à Paris auprès des tribunaux liés directement au roi pour essayer de changer le verdict et de l'innocenter Calas. Alors, on peut dire, pour aller vite, que Voltaire constitue deux équipes. Il y a une équipe parisienne
et une équipe suisse. On va regarder d'abord l'équipe parisienne rapidement. L'équipe parisienne, ce sont d'abord des avocats qu'ils recrutent, qui sont recommandés, ils recrutent, etc. Ensuite, il y a ce qu'on pourrait appeler les encyclopédistes, des gens qui ont travaillé autour de l'encyclopédie. Et ensuite, il y a, je dirais, le milieu voltairien, des gens qui ont été au lycée avec lui, les gens qui ont fait différentes choses avec lui, ou des parents. Et donc, ce groupe va être mobilisé notamment par le biais de sa correspondance. Voltaire écrit, il a un secrétaire à qui il dicte des lettres, sinon il écrit. Et donc c'est des lettres, plusieurs par jour, qui inondent Paris pour changer une version de ce qui s'est passé à Toulouse. L'idée, c'est ce qu'on appelle un petit peu dans la communication le storytelling, c'est-à-dire on va lancer une histoire alternative. Et l'histoire alternative, c'est que le fanatisme de Toulouse, ce ne sont pas des Calas, c'est la justice toulousaine et les juges toulousains. Et donc, ils changent qui sont les méchants et qui sont les bons. Et l'idée, dans ces écrits, c'est de faire en sorte que les Calas changent de visage. Ce ne sont pas des tueurs d'enfants, ce sont des bons chrétiens, des bons protestants qui sont modestes, qui vivent et qui accueillent des catholiques dans leur maison, etc., etc. Et donc, il fait une vision alternative. Il prend la plume lui-même et il écrit plusieurs histoires qui racontent de façon très simple et pas du tout juridique l'histoire à sa façon. Et c'est Voltaire, donc il sait manier la plume et il sait comment faire compliqué et comment faire simple. Là, il fait simple. Il raconte à la première personne comme si c'était lui Anne-Rose de Cabibel, comme c'était lui Pierre Calas, les fils, etc. Donc il écrit à la première personne, mais à leur place pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi ils sont innocents. Donc ce sont 3 écrits qui sont écrits en 1762, pendant l'été 62. Donc, Calas est mort en mars, là, on est en été. Ici, l'année suivante, en 1763, il écrit le texte qui est universellement célèbre aujourd'hui, Traité sur la tolérance. Chapitre 1. Chapitre 1er. Histoire abrégée de la mort de Jean Calas. Donc, un des écrits les plus célèbres de Voltaire commence par un récit sur le procès et l'exécution de Jean Calas, et ensuite il développe l'idée du fanatisme depuis la préhistoire presque jusqu'à ces jours, et comment on pourrait aboutir à quelque chose d'autre qui serait la tolérance. Et donc ce texte est très important, ça vient la 2e année. Ensuite, il laisse la parole à ses avocats parisiens qui écrivent des mémoires qui ont différents buts et différents publics, mais globalement, l'idée, c'est de convaincre les juges parisiens que les Calas n'ont pas été jugés équitablement. Et donc, il y a différentes façons. Une mémoire à consulter et consultation, c'est l'idée que l'on va présenter à un groupe d'avocats, pas un, mais un groupe d'avocats, pour leur soumettre des questions juridiques liées à l'affaire. Et donc ce groupe d'avocats, globalement dit, Calas a été mal jugé. Donc ça fait du poids. Ce n'est pas un avocat qui le dit, c'est tout un groupe de célèbres avocats parisiens. Il y a c'est des autres écrits, il y en a de plusieurs sortes, très juridiques, et ensuite il y a un des auteurs qui s'appelle L'Oiseau de Mauléon, ou Mauléon de l'Oiseau, je me souviens jamais de l'ordre. Lui, il écrit comme Voltaire. Il est survolté, il s'occupe moins de la justice que de raconter une bonne histoire et de motiver les troupes.
voilà les écrits. Donc vous voyez qu'à Paris, à Toulouse, on en a écrit, mais à Paris, on a écrit 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mémoires sur les trois hommes qui interviennent à chaque étape cruciale des différents jugements parisiens pour donner les arguments de la famille Calas et derrière lui de Voltaire. Alors, juste, la justice de l'Ancien Régime est très compliquée, bien sûr, comme la justice de nos jours. Et donc, une fois la condamnation a été prononcée à Toulouse, les survivants, et notamment Mme Calas et ses enfants, pouvaient demander la révision du procès, donc du jugement, ce qui est très rare, bien sûr, mais ils peuvent demander. Donc, la première étape, c'est de convaincre les Parisiens, les juges parisiens, d'accepter, d'examiner les pièces de la procédure de Toulouse. Donc ça prend un homme. Donc ça, c'est en 1763. Ensuite, en 1764, la justice parisienne, donc par un de ses tribunaux, décide que l'arrêt de Toulouse a été mauvaise et décide donc de rejuger. Donc on va rejuger tout le monde. Et là, ça se fait en 1765. Et là, le tribunal des requêtes de l'autel juge que tous sont innocents. Donc on a globalement trois grandes étapes, 1763, 1764 et 1765, qui jugent finalement les Calas. L'équipe suisse a d'autres fonctions. Alors, globalement, ce que nous voyons là, Voltaire a des relations compliquées avec la Suisse et les Suisses, parce que les gens de Genève interdisent ces pièces de théâtre, qui sont trop... et parfois critiquent Voltaire pour ses positions anti-religieuses. Mais il a plein d'amis et de relations intellectuelles en Suisse, y compris des pasteurs, dont par exemple Jacob Verne et Paul-Claude Moutou, qui sont tous des Languedociennes transplantées en Suisse, etc. Et donc, il a dans une équipe des pasteurs, des avocats, des jurisconsultes, etc. Le représentant de Genève à la Cour de France, donc, et qui est bien placé parce qu'il sait qu'est-ce qui se passe à la Cour, donc il peut relayer aussi des messages. Et en jaune, toutes ces personnes sont plutôt du monde négociant, et eux, ils ont tous été logés chez les Calas à un moment donné, globalement les années 1730 ou 40 et les années 1750. Donc ce sont des hommes avec des positions sociales et économiques tout à fait reconnues, et qui disent « voilà ce que nous avons vu quand nous étions chez les Calas ». Et donc, évidemment, ce sont des gens qui donnent des brevets de très bonne conduite, de père tendre et aimant aux Calas, et non pas ce sorte de tyran domestique que la justice avait voulu faire. Donc, il a ces groupes, et eux, ils vont écrire à la justice française pour donner leur témoignage sur le comportement réel des Calas en famille. Alors, si vous allez au musée du désert, vous avez un grand cadre avec ce jugement souverain qui est donc le jugement qui innocente complètement les Calas, père, fils, amis, etc. Tout le monde est totalement innocenté. La mémoire de Jean Calas est réhabilitée, c'est-à-dire il n'a plus l'opprobre d'un crime de sang, et donc sa mémoire est ramenée à la vie, si on peut dire, même si lui, malheureusement, ne l'est pas. Calas et Gobert Laveiss en train de lire le jugement aux femmes de la famille, parce qu'il y a à la fois
Anne-Rose Cabibel, ses 2 filles qui sont adultes et la servante. Donc on le voit, tout le monde est encore en prison, mais les portes vont s'ouvrir, ils vont pouvoir retrouver la liberté et leur honneur. Ils ne vont pas trouver leur mari. Sachez juste que le roi a décidé exceptionnellement d'accorder à la famille des gratifications pour l'erreur judiciaire. On ne pouvait pas parler de dommages et intérêts à titre juridique, mais il leur donne de l'argent. Globalement, il a donné 36 000 livres de l'époque à la famille, à la mère, aux enfants, à la servante, etc., et à Gobert Laveiss, pour montrer que la justice royale s'excusait un petit peu pour ce qui leur était arrivé. Alors ça n'a pas certainement changé la donne essentiellement, mais bon, c'était quand même un geste important. Pour conclure, donc, il faut que je trouve la conclusion. L'affaire Calas a eu un retentissement énorme en France et à l'étranger, je l'ai déjà dit. Elle a eu du retentissement aussi dans le temps, parce que déjà au XVIIIe siècle, mais encore au XIXe, de livres sont sortis, au XXe siècle, de très nombreux livres, et encore maintenant au XXe siècle ou XXIe siècle, où je continue à alimenter les librairies. La bibliographie sur l'affaire Calas est énorme. C'est plusieurs centaines de titres, en français, en anglais. Un de mes maîtres à l'Université de Michigan aux États-Unis, David Bien, a écrit un des meilleurs livres du XXe siècle sur l'affaire Calas. Et donc, c'était un petit peu aussi un hommage à lui que j'ai abordé la question, parce qu'il a été un si bon prof. Alors, le rôle de Voltaire, bien sûr, est important comme amplificateur de l'importance de l'affaire à son époque. Mais on peut dire que parmi toutes les affaires de Voltaire, c'est celle qui reste dans les mémoires. Parce qu'il en a fait, quand on étudie un peu Voltaire, on voit qu'il a eu beaucoup d'aventures judiciaires, mais c'est Calas qui est le plus important. Quand il est revenu enfin à Paris en 1778 pour mourir, il a fait un tour au théâtre où on montrait ses pièces et des gens l'acclamaient dans la rue. Il était comme un pop star, c'était incroyable. Il était très vieux, il pouvait à peine marcher, mais bon, il était applaudi, acclamé. Et quand il est mort, le cortège funéraire a été très important, et les gens du peuple, pas que la notabilité, criaient « Vive le défenseur de Calas et de Sirven ». À Paris, les gens du peuple, plutôt catholiques, étaient en train de saluer la mémoire de cet homme qui a défendu contre tous les obstacles l'injustice. Et le traité sur la tolérance dont je parlais tout à l'heure a eu un destin incroyable très récemment parce que en 2015, après les attentats de Charlie Hebdo, il est devenu un best-seller. Je ne sais pas si la librairie Calvin en a vendu à cette époque, mais en tout cas, dans les monuments autour de la place de la République, etc., on trouve représentation de Voltaire, on trouve le traité sur la tolérance comme des marqueurs de quelque chose qui est évidemment que l'on recherche et que l'on a quelque part perdu. Donc,
le traité sur la tolérance et Voltaire et Calas, c'est ensemble qu'il faut les penser, et que le fanatisme sous ses différentes formes est quelque chose que l'on espère mettre d'une façon ou une autre derrière nous, et que les sociétés humaines, aujourd'hui et demain, les hommes, les femmes, les sociétés, peuvent prendre le traité sur la tolérance et la tolérance elle-même comme une sorte de nécessité pour vivre un peu plus dans la paix et l'harmonie. Merci.